Cube Radio. Avertissement, cet épisode pourrait vous donner une envie très forte de manger des bonbons. Bienvenue à Garde-manger, un balado sur l'histoire cachée des aliments. Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et aujourd'hui, je vous amène dans des garde-manger qui contiennent des boîtes remplies de bonbons. Il y a des familles qui aiment le chocolat, il y a des familles qui aiment les chips. La famille King aime vraiment les jujubes. Quand j'arrive chez ma mère, c'est une des premières choses que je vais voir, c'est quel bonbon qui reste, qu'est-ce qu'elle a. Quand ma mère vient chez nous, quand on va chez mon frère, et là, quand je me retrouve avec ma mère là-bas, oh là, on regarde tout ce qu'ils ont fait, nos provisions, on en prend un petit peu dans notre sacoche. On a vraiment l'impression. On a 5 ans de nouveau, là, les deux, puis ouais, c'est des beaux moments. Bon, pour jujube, on peut dire aussi bonbon gélifié ou bonbon gommeux ou bonbon tendre en français. Mais le mot pour ce genre de bonbon-là au Québec, c'est vraiment jujube. Puis on va voir pourquoi un peu plus tard. Puis on aime tellement ça que ma grand-mère, quand elle était dans un CHSLD, là, à la fin, dans les 90 ans, on lui apportait des bonbons en cachette. Parce que on peut pas lui en donner, là, parce que c'est quand même dangereux, là, rendu à un certain âge. Ils peuvent s'étouffer, c'est rond, la mastication se fait moins bien, mais nous, c'était vraiment son plaisir de la vie. Puis je me souviens, avec ma mère, on y apportait des sacs, puis des bonbons, puis là, ah oui, c'est un petit bonheur. Donc, oh, wow! Les jujubes tels qu'on les connaît ont été popularisés par les oursons en jujubes, les Gold Bear de la marque allemande Haribo. Créée en 1922 par Hans Riegel, la marque Haribo, c'est la contraction des premières lettres de son nom et de sa ville natale, Bonn. Donc ça fait Hans Riegel Bonn, Haribo. La petite histoire va comme suit. Hans Riegel en avait assez de travailler comme employé dans une confiserie à Bonn. Il a voulu démarrer sa propre compagnie de bonbons, ce qui fait qu'il a débuté à faire des bonbons dans sa petite cuisine, avec un chaudron en cuivre, un rouleau à pâte et un poêle. Sa femme était sa seule employée et elle faisait les livraisons à bicyclette. Il produisait des bonbons durs qui connaissaient un succès quand même convenable, mais sans plus. Ce qui fait que Hans Riegel a continué à chercher la bonne idée. Et puis un jour, il a expérimenté avec un nouveau type de bonbon, le gommi. Le bonbon gélifié, le fameux jujube. Alors, il a produit une ligne de bonbons un peu mous à base de jus de fruits, de sucre et de gomme d'acacia. Ça, c'est une gomme gélifiante faite à partir d'une sève qu'on appelle aussi gomme arabique. Et, grosse nouveauté à l'époque, il leur a donné la forme d'un ours. King me racontait que quand elle était enfant, ses grands-parents lui lançaient des pièces de monnaie qu'elle devait aller chercher au fond de la piscine. Et puis, à la fin de la journée, King investissait tout en bonbons au dépanneur. Et fait très important, les Gummy Bears, ça faisait partie de la catégorie des jujubes à 1 sou. J'avais un dépanneur où, dans le temps, il y avait des bonbons à 1 sou. Bon, rapidement, ça a été 5 sous et rapidement, ça a été 25 sous. Mais les bonbons en vrac, ça, encore à Montréal, là, je le sais, les dépanneurs qu'il y a des bonbons en vrac que tu peux choisir parce que maintenant, c'est surtout des emballages, là, c'est emballé, c'est des gros sacs. Mais ça, c'est un de mes bonheurs. Quand je reviens dans un dépanneur qui a des bonbons en vrac, que tu peux choisir 5 framboises, 6 bananes, 7 oursons, Là, ça, je suis très heureuse. C'est ça là qui me vient en tête, là, les premiers jujubes. Ce que je savais pas, et qui est très surprenant, c'est qu'au départ, le Gummy Bear Haribo, c'était un peu plus gros et un peu plus étiré. Il avait la forme d'un ours adulte assis avec les pattes là, par en avant. Le changement de forme a eu lieu au moment où Haribo a voulu commercialiser ses bonbons à l'extérieur de l'Allemagne, dans d'autres pays. En fait, de 1922 à 1967, l'ours Haribo était un ours adulte et pas un ourson en peluche. Ou, si je veux être plus précise, les Gummy Bear Haribo n'étaient pas encore mis en marché sous le nom actuel des Gold Bears, qui ont la forme d'un teddy bear.
Ils étaient commercialisés comme des Tanzbaren, les ours qui dansent. Pour en savoir plus, je me suis mise sur le téléphone. Avant de parler des ours qui dansent, revenons d'abord en arrière. C'est quoi la place des oursons dans l'histoire des jujubes? Alors c'est sûr que aujourd'hui tout le monde fait un peu de tout. Tout le monde va faire des oursons, tout le monde va faire des vers, tout le monde va faire des tranches de fruits. J'en ai parlé avec Sarah Takforian, qui a démarré sa compagnie en 2016 à Montréal, la boîte à bonbons. Si vous regardez, par exemple, si on se rend à Montréal dans certaines épiceries, on va retrouver des Haribo, mais ça va pas être partout, puisqu'il y a, je pense pas que ce soit un favori des Nord-Américains. Selon Sarah Takfolian, Haribo, c'est pas une marque si connue que ça ici au Québec. C'est surtout connu en Europe. Et puis elle a lancé quelque chose parce que depuis environ 6 ans, son entreprise propose des assortiments de jujubes qui changent chaque mois et qu'on peut recevoir par la poste. Maintenant, on peut aussi trouver en magasin des assortiments de jujubes de leur marque C'est Bonbons. Vous avez peut-être deviné à mon accent que je viens de France, évidemment. Ça fait presque 14 ans que je suis là, donc je me suis un peu faite à l'idée des différences de goût entre les deux pays. Nous, on en vient à connaître exactement quels sont les fabricants qui plaisent le plus, par exemple, au Québec. Ah oui? Oui, on a remarqué que dans le cas de, même pas juste au Québec, mais en Amérique du Nord en général, les gens aiment que les bonbons soient tendres. Et dans notre cas, on n'a jamais de bonbons Haribo, par exemple, dans nos mélanges. Vous en retrouverez jamais parce que les gens vont associer le manque de tendreté du bonbon à un manque de fraîcheur et donc ils vont pas l'aimer forcément. Pourtant, Haribo, c'est l'un des plus gros joueurs de l'industrie de ce que les anglophones appellent l'industrie des jellies et des gummies. Haribo fabrique une foule d'autres bonbons, mais les oursons Haribo, à eux seuls, sont disponibles dans une centaine de pays. Comme le dit Sarah, la plupart des marques produisent des oursons en jujube maintenant. Je pense que c'est le bonbon qui est le plus demandé, et puis c'est le bonbon qui vient avec le plus de variété de saveurs et de textures et de couleurs. Si vous regardez Albanese, par exemple, aux États-Unis, c'est le seul bonbon qu'ils font pour chaque fête qu'il y a, donc Noël, Saint-Valentin, Pâques. Ils le déclinent sous toutes ses formes et on le voit pas du tout ailleurs dans les autres bonbons. Par exemple, si on prend la forme des vers de terre, il y a 2-3 formes de vers et 2-3 couleurs de vers et c'est tout. Tandis que les oursons, on les voit vraiment sous toutes ses formes et sous toutes ses couleurs. Mais maintenant, on n'utilise plus la gomme arabique comme à l'époque, d'où le nom Gummy Bear. La plupart des marques utilisent la gélatine. La gélatine, c'est simplement une protéine de collagène qui vient souvent du porc. On la trouve dans la peau, dans les tissus conjonctifs, comme les articulations et les sabots, et on peut en faire aussi des versions cachères en utilisant la gélatine bovine ou la gélatine de poisson. Ce qu'il faut retenir, c'est que la gélatine, c'est naturel, mais c'est tout sauf végétarien. La texture des jujubes tendres végétaliens, c'est très semblable à la texture d'un loukoum, ce que les anglophones appellent des Turkish Delight, des délices turcs. Ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui en anglais parce que c'est délicieux et que ça vient de Turquie. Mais ce qui est intéressant, c'est que les loukoums, ce serait un des ancêtres des jujubes. Et je lisais aussi que ça pouvait venir des bonbons à base de riz japonais. C'est comme un mélange entre les deux, si on regarde un peu l'histoire du bonbon en fait. Et ceux-là, ils sont plutôt faits sans gélatine et donc à base d'amidon. Pour les loukoums, c'est des petits cubes de confiserie recouverts de sucre en poudre. Vous en avez sûrement déjà vu ou même mangé. On mélange de l'eau, du sucre, de l'amidon de maïs et c'est souvent parfumé à la rose, au miel, au citron, à la menthe. Et parfois, c'est agrémenté avec des amandes, des pistaches ou des noisettes à l'intérieur. Ils ont été créés à Istanbul à la fin du 19e siècle par le confiseur Aki Bekir.
Lui, il voulait créer une confiserie qui serait molle et facile à mâcher et à avaler. Et puis, il a eu l'idée de remplacer la farine de blé de certaines de ses confiseries par de l'amidon. Il a fait ça après avoir entendu parler de la découverte d'un chimiste russe, Konstantin Krychtov, qui avait converti l'amidon en sucre. Le succès a été immédiat et le loukoum a été présenté dans des expositions universelles. Partout où il allait, le loukoum a remporté des prix sur son passage. Sarah Takfourian. Et si on remonte à, un petit peu dans le temps, c'est Haribo qui a lancé les premiers bonbons jujubes tels qu'on les connaît, en s'inspirant en effet des wine gums britanniques, qui sont toujours très populaires chez les Britanniques d'ailleurs. C'est un type de bonbon qu'on retrouve beaucoup là-bas. Mais nous, on connaît moins. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est comme des jujubes un peu? Qu'est-ce que c'est des wine gums? Les wine gums, oui, c'est un peu comme des jujubes, mais c'est vraiment pas très tendre. C'est plus, c'est à mastiquer. C'est pas très très populaire ici. On a essayé plusieurs fois dans nos boîtes. Les gens n'étaient pas tellement contents. Du coup, on les a pas ramenés et on se le fait jamais demander. Donc, je pense que il y a une petite leçon à tirer de ça. Et du coup, je pense que c'est quelque chose de très propre aux Britanniques. Même en France, nous, on n'en a jamais vu. Les wine gums ont été lancés en 1909 par Charles Gordon Maynard dans le nord de Londres. Ce serait le premier bonbon gélifié d'industrie vendu au détail. Et puis ensuite, il y a un confiseur d'origine allemande qui a lancé 2 sortes de bonbons gélifiés aux États-Unis. Son nom, c'est Henry Hyde. Son premier grand succès arrive en 1920 avec les Judy Fruit. C'est des bonbons gélifiés en forme de fruits. Plus tard, il va lancer les jujubes, une sorte de bonbons gélifiés dont le nom est vraiment jujube. C'est des tout petits bonbons en forme de cylindre et ils sont vraiment durs à mastiquer comme des wine gums. Les bonbons dont le nom est vraiment jujube existent toujours aujourd'hui et comme vous vous en doutez, leur nom a été adopté par pas mal tout le monde en Amérique du Nord pour parler des bonbons gélifiés. En fait, dire bonbons gélifiés, c'est bizarre. Jujube, c'est mieux. Peu de temps après les Judy Fruit et les jujubes, en 1922 en Allemagne, Haribo a lancé le bonbon gélifié en forme d'ours. Pourquoi avoir fait disparaître l'ours qui danse? Mon nom est Stéphane Berthomé et j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle série documentaire sur l'univers criminel montréalais. Le Clan du Bois, c'est certainement le groupe criminel le plus original et marquant du Québec. C'est l'histoire d'une famille de 11 enfants, 10 frères et une sœur, dont 9 d'entre eux ont formé une redoutable organisation criminelle. C'est cette histoire-là que je vais vous raconter. Le balado Le Clan du Bois, le crime dans le sang est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca et sur toutes les plateformes de balado. C'est quoi l'histoire derrière la forme du bonbon de l'ours qui danse au juste? Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Hello, hello? Toujours et toujours aussi bien, sans problème. Parfait. J'ai pu en discuter avec Pascal Jacob, historien du cirque. Il enseigne l'histoire du cirque à l'École supérieure de cirque de Montréal et aussi de Bruxelles et de Châlons-en-Champagne. Il a publié une quinzaine d'ouvrages sur les arts du cirque. Vous êtes à quel endroit, dites-moi, en France? À Paris. À Paris? Super. À Paris. Le site Haribo mentionne que le Gummy Bear, maintenant la marque la Gold Bear de Haribo, s'appelait l'ours qui danse avant 1967. Plusieurs historiens respectés des bonbons affirment dans de nombreux ouvrages et dans de nombreux articles de magazines que l'ours qui danse Haribo, créé en 1922,
Eh bien, il faisait référence aux ours dressés qui dansaient très souvent dans les fêtes foraines en Europe. Et ce serait en souvenir des ours qui avaient émerveillé son enfance à la fête foraine que Hans Riegel, le fondateur de Haribo, a eu l'idée de créer un moule en forme d'ours pour ses bonbons mous gélifiés. Vous, est-ce que vous saviez que ça venait de là, les oursons Haribo? Pas du tout. Pas du tout. J'étais très très content de l'apprendre parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui commencent comme ça, par une sorte de rencontre de hasard ou un souvenir d'enfance. Donc voilà, donc je rajoute ça à mon catalogue de curiosités. Ben oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant dans ce que j'ai lu, c'est que l'inspiration venait des ours qui dansent et les consommateurs, les enfants, donc en Allemagne, dans les années 1920, reconnaissaient la figure de l'ours aussi. Fait qu'ils reconnaissaient la référence. Ce qui m'amène à vous demander, Pascal, ça ressemblait à quoi, justement, un numéro d'un ours qui danse en Allemagne, là, au début du 20e siècle? Ça ressemble à quoi? On apprenait aux ours, alors ce sont avec des méthodes qui ne sont pas toujours très tendres, à se comporter en société, à être capable de suivre au bout d'une chaîne celui qui vous avait acheté et qui voyageait à travers l'Europe à pied. Hein, évidemment, on marchait, on tirait son ours derrière soi, alors parfois solitaire, parfois en groupe. Et de cette manière-là, cet animal a véhiculé un autre imaginaire, puisque au-delà de l'animal sauvage, dangereux, puissant, indomptable presque, qui est une incarnation de la nature la plus brute, eh bien, il est devenu un animal presque humanisé. Depuis le Moyen-Âge, de village en village, on voyait des ours dressés danser, enchaînés à leur maître. Les ours étaient dressés pour danser lorsque leur maître jouait d'un instrument de musique. Mais c'était aussi très répandu comme pratique. Et c'est loin d'être anecdotique, puisqu'il y a eu vraiment, à un moment donné, ce qu'on appelait les ursaries, donc des communautés d'hommes qui avaient pour activité d'aller chercher des oursons dans les tanières, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus facile d'apprivoiser un jeune ours et puis de le faire grandir avec soi, et qui les dressait pour celles et ceux qui souhaitaient acquérir un ours qui était capable de faire beaucoup de choses et évidemment de danser. Dresser un ours pour en faire un animal de foire, c'était un moyen de subsistance depuis le Moyen-Âge en Europe. D'abord pour les paysans, qui pouvaient avoir la vie extrêmement dure. Mais il y avait aussi les tziganes, qui avaient entamé leur migration à partir du 10e siècle du nord de l'Inde et qui sont tranquillement arrivés en Occident. Ils avaient emporté avec eux un certain nombre de secrets, et notamment cette complicité avec certains animaux sauvages, dont les ours. Les maîtres et leurs ours se donnaient plusieurs fois en spectacle pendant la journée dans les foires ou dans les fêtes foraines. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attiraient d'abord les spectateurs en annonçant le spectacle à venir, en jouant d'un instrument de musique, comme une flûte par exemple, qui pouvait percer à travers le bruit de la foule. Une fois que l'attroupement de spectateurs avait atteint un bon niveau, ils commençaient à faire danser l'ours. Et puis à la fin du spectacle, ils passaient le chapeau. En Asie, on voit encore aujourd'hui des ours qui dansent en Turquie, par exemple, dans certains marchés du Moyen-Orient, mais aussi en Occident. On a commencé à faire danser les ours au son d'alors, quand on avait un peu de sous, on avait un ou deux musiciens avec soi. Quand on n'en avait pas, on jouait soi-même d'un instrument et l'ours donnait l'illusion, évidemment, de danser en mesure et amusait beaucoup les enfants et tous ceux qui se rassemblaient autour du dresseur d'ours sur la place du village. Racontez-nous un peu comment on pouvait dresser un ours. Donc la technique est simple. Pour que l'ours accepte de faire ce qu'on lui demande, il faut qu'il ait peur de vous. Oh. Donc sinon, s'il n'a pas peur de vous, évidemment, vous imaginez bien que d'un coup de patte, il vous coupe la tête. Donc il vous éventre. Donc il n'y a aucune chance pour que l'ours fasse ce qu'on lui demande uniquement par bonté d'âme. À ce moment-là, évidemment, puisque là, on parle vraiment d'une proximité. Et donc, quand on a un ourson, évidemment, on lui donne à manger. Donc c'est déjà une première étape. Il s'habitue à vous, il s'habitue à votre odeur.
il s'habitue aussi à votre présence, qui n'est évidemment pas évident, parce qu'un ours sauvage, il a jamais vu l'homme, hein, surtout quand ils sont très jeunes. Donc c'est compliqué d'avoir des odeurs inconnues, du bruit, hein, parce que les animaux sont plutôt habitués à une forme de silence, ou le silence de la forêt, on connaît ça. Hein. Et puis quand il va devenir un peu plus grand, et qu'il va commencer à avoir une vraie force et des griffes, etc., eh bien, on va passer à des étapes qui sont moins agréables pour lui, de façon à ce que, pour qu'on puisse le manipuler, il faut qu'on puisse lui mettre une chaîne, et la chaîne, on ne lui met pas autour du cou, la chaîne, on lui met dans le nez. Et donc, il faut lui percer la cloison nasale pour y glisser un anneau de fer. Que quand l'ours tire sur sa chaîne, eh bien, évidemment, ça lui fait mal, donc il tire pas. Donc, il suit docilement la chaîne qui le mène. Et donc, ça, c'est une première épreuve. Wow. Mais déjà, une fois que la chaîne est passée, l'ours commence à comprendre qu'il n'est pas le plus fort. Donc, c'est déjà une première leçon, puisque s'il se révolte, on tire un coup et il a tellement mal qu'il s'arrête. Et puis, pour le faire danser, il y a une technique très, très simple, très ancienne. C'est de prendre une caisse de métal fermée, de mettre des braises à l'intérieur, de la faire chauffer et de forcer l'ours à monter sur le truc. Et comme il a très chaud aux pattes, qu'il se brûle les pattes, eh bien, il danse. Il essaye d'enlever une pour avoir moins mal, et puis il la repose et il lève l'autre. Et à ce moment-là, on fait entrer en jeu la musique. Et ensuite, c'est le réflexe de Pavlov, quand il entendra la musique, il se mettra à danser. Voilà la vérité. Mm-hmm. Par la suite, l'ours a fait son entrée dans la grande famille du cirque avec plusieurs couleurs d'ours. On ne voyait plus juste des ours bruns, on voyait aussi des ours noirs et même des ours blancs, des ours polaires. Est-ce que le type de dressage dans les cirques européens ou russes suivait un peu les mêmes directives, le même genre de dressage? Alors non, parce que heureusement, il y a une grande famille allemande qui, à partir de la fin du 19e siècle, a édicté les principes de ce qu'on a appelé le dressage en douceur. Et donc, qui consiste en fait, alors d'une part, à choisir des animaux que l'on pense propres au dressage. Hein, donc, évidemment, c'est un peu une loterie, hein, mais là, je vous parle de lions, de tigres, de panthères, d'ours, etc. Et comme c'était une dynastie de marchands, eh bien, ils avaient évidemment beaucoup d'animaux dans leurs entrepôts, donc ce qui leur permettait d'isoler les animaux en fonction de leur caractère. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à mettre en place une méthode qui relève davantage de l'apprivoisement, et progressivement, donc, on habitue l'animal, toujours la même chose, à la présence de l'homme et à la récompense. Et donc, comme l'animal, évidemment, n'est pas idiot, hein, il se rend bien compte que chaque fois qu'il va faire quelque chose de juste, il va obtenir quelque chose en échange. Donc, on arrive à développer une méthode d'apprentissage ou d'éducation, si vous voulez. Ce qui va évidemment changer beaucoup, c'est que au cirque, on va s'intéresser davantage à la notion de groupe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul ours sur qui repose toute l'économie de la famille, hein, qui est le seul animal qui danse, etc., on va avoir plusieurs animaux et donc chaque animal va être un soliste à un moment donné. Donc on a moins à lui apprendre qu'un animal solitaire. Donc c'est un peu comme chacun a sa partition en fait. Et par exemple, il y a eu un dresseur soviétique qui s'appelait Valentin Filatov. Et Valentin Filatov avait des dizaines d'ours. Des dizaines. Et donc, évidemment, chacun avait un savoir-faire particulier. Ah oui. Et donc, la force de Filatov, évidemment, c'est qu'il travaillait avec un ours à la fois, ou deux, et quand il avait terminé, l'ours disparaissait, et puis il y en a un autre qui arrivait et qui produisait un autre tour, et Valentin Filatov a par exemple créé ce qu'on appelait le cirque des ours, et il occupait lui tout seul la moitié de la soirée. Tous ces ours faisaient plein de trucs, ils faisaient du hockey, ils faisaient... Du vélo, de la moto, du cheval. On peut voir une photo aussi d'un ours de Filatov qui fait du chien de traîneau.
Les chiens sont en fait d'autres ours qui le tirent dans l'arène du cirque sur un traîneau. Les ours faisaient aussi toutes sortes de jeux d'équilibre, toujours avec ce souci de rendre l'ours plus proche de l'homme, de lui faire faire ce que l'homme fait. Puis est-ce que ce cirque-là, avec les ours, avec les tours de moto, de vélo, d'acrobatie, est-ce que ça existe encore, ça? Non, c'est la législation est de plus en plus rigoureuse à l'échelle du monde maintenant, et donc ce sont des numéros qu'on voit plus du tout, ou vraiment quasiment plus du tout. Avec les chimpanzés, les numéros d'ours sont parmi les premiers à avoir été à s'effacer presque d'eux-mêmes, probablement parce qu'ils valorisaient les mêmes valeurs, c'est-à-dire représenter l'homme de façon grotesque. Et on a conservé un peu plus longtemps la force des tigres ou des lions, mais on va tout doucement vers une interdiction. En France, l'interdiction sera effective en 2028. Et donc là, on n'aura plus du tout le droit de présenter des animaux dressés dans les cirques. Et il y a des pays où c'est déjà fait, je pense à l'Autriche, à la Belgique, etc., où il n'y a plus d'animaux dressés. Le Canada fait partie des pays qui les interdisent partiellement, selon les villes, par exemple. Si on revient au cas des jujubes Haribo, qui avaient la forme d'ours qui dansent jusque dans les années 1960, eh bien, Haribo a changé la forme des bonbons à un moment qui coïncide avec une stratégie de distribution à l'international, en dehors des frontières de l'Allemagne. Est-ce qu'on pourrait alors déduire que peut-être la compagnie Haribo voulait s'éloigner de l'image des ours qui dansent, parce qu'elle commençait à faire référence à des animaux sauvages dressés et maltraités, et que dans les années 60, elle a préféré adopter un autre symbole de l'enfance pour ses bonbons, le teddy bear, l'ours en peluche. J'ai fait une demande auprès de la compagnie Haribo elle-même pour en savoir plus. Je voulais leur demander pourquoi ils ont pris la décision de changer la forme des bonbons, pourquoi ils ont changé les ours qui dansent en ourson en peluche dans les années 1960. L'équipe Haribo m'a indiqué par courriel qu'ils déclinaient mon invitation après avoir pris le temps d'examiner ma proposition. Malheureusement, je cite, « En raison du volume élevé de projets et d'engagements que nous entreprenons actuellement, nous ne pouvons pas nous engager dans d'autres collaborations pour le moment. » Compte tenu que la compagnie Haribo ne peut pas répondre à mes questions pour le moment, j'ai demandé à Pascal Jacob ce qu'il en pensait. Est-ce que ça vous surprend un peu qu'il ait modifié ça? Racontez-moi un peu ce que vous pensez de ça. Alors, non, moi je vais vous dire, à mon avis, là ce sont des déductions, hein, oui, mais dans les années 60, c'est l'âge d'or du cirque soviétique. Et l'ours adulte, c'est l'incarnation du cirque soviétique. Donc du cirque soviétique et de l'Union soviétique. Quand les présidents soviétiques allaient en visite à l'étranger, ils offraient un ours. Oh. Donc il y avait quelque chose de l'ordre d'un cadeau diplomatique, mais d'une incarnation de la nation, une incarnation de l'État. Et je soupçonne que l'Allemagne, un marchand allemand, a préféré probablement se rapprocher de l'imaginaire du teddy bear, hein, l'ourson en peluche cher à Roosevelt, que à l'ours adulte, incarnation de l'Union soviétique et donc du communisme. Mmh. L'ourson en peluche ou le teddy bear, c'est l'un des rares cas d'invention simultanée. Il a été inventé en même temps aux États-Unis et en Allemagne en 1902. En Allemagne, l'ours en peluche a été inventé par Margaret Steiff, une fabricante de jouets allemande. Margaret Steiff s'est mise à fabriquer des ours avec des membres articulés après que son neveu soit allé au zoo. Il a eu l'idée que les oursons en peluche pourraient être très populaires autant chez les garçons que chez les filles. Et le jouet a été immédiatement très populaire, en effet. Au même moment, aux États-Unis en 1902 toujours, le président des États-Unis était Theodore Roosevelt. Le président était surnommé Teddy et il était un grand amateur de chasse.
Après une partie de chasse à l'ours en 1902, où le président rentrait bredouille, les gens avec qui il chassait lui auraient proposé de tuer un jeune ours blessé attaché à un arbre pour qu'il puisse ajouter un trophée à son tableau de chasse. Le président Teddy a refusé et insisté pour qu'on lui laisse la vie sauve. L'expression « Teddy's Bear » a immédiatement été utilisée dans les caricatures de presse qui ont repris l'histoire par la suite. Et puis un couple de commerçants de New York a vu les caricatures dans les journaux. Ça, c'est Rosa et Maurice Mitchum. Ils ont l'idée de confectionner un petit ours en peluche tout doux en souvenir de l'animal qui a été sauvé par le président. Ils l'appellent Teddy avec l'accord du président et le succès est immédiat. Ni la famille Steiff en Allemagne, ni les Mitchum aux États-Unis auraient pu être au courant d'un projet d'ourson en peluche de l'autre côté de l'Atlantique à ce moment-là. C'est vraiment un pur hasard que les deux aient pu inventer l'ourson en peluche en même temps. Et c'est en 1967 que l'ours qui danse Haribo est devenu Gold Bear et qu'il a pris la forme d'un ourson en peluche. Mais il faut penser que les années 60, c'est une période de prospérité incroyable pour l'Occident. C'est vraiment le moment où les richesses s'accumulent dans les pays d'Europe jusqu'aux les années 80. Mais les années 60, c'est vraiment ça. Et je pense que parce qu'on est dans une période de prospérité, parce que il est plus facile probablement d'offrir des jouets à des enfants, parce qu'avant, on voit d'abord à ce qui est absolument indispensable. Les années 60, finalement, on n'est que 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc des années de privation, etc. Donc peut-être que cette période de prospérité, comme on peut s'offrir et on peut offrir des jouets aux enfants, et que un des jouets les plus populaires de tous les temps, c'est l'ours en peluche, il est pas inimaginable que dans la foulée des collections de la firme Steiff, Haribo se soit peut-être dit finalement oui, la figure de l'ourson que l'enfant s'approprie, qui est son compagnon de jeu, son témoin, son partenaire, etc. Eh bien, il le retrouvera dans le bonbon qu'il va manger un peu plus tard. Il y a peut-être cet amalgame là aussi des imaginaires, peut-être. Peut-être. C'est intéressant d'y penser en tout cas. Courir au magasin acheter des gummy bears. C'est peut-être ce que vous aurez envie de faire cette semaine. Ou bien peut-être que vous aurez envie de goûter à des loukoums ou des bonbons de riz japonais ou même des wine gums pour élargir votre palais sucré puis découvrir des nouvelles confiseries nostalgiques. Ou bien peut-être que la prochaine fois que quelqu'un va manger des jujubes autour de vous, vous pourrez raconter que l'ourson en jujube n'a pas toujours été un ourson, qu'il a d'abord été un ours qui danse, et que sa forme a changé parce que les symboles de l'enfance puis du plaisir identifié à l'enfance, ça évolue, ça change selon les époques. L'ours brun eurasien est encore maintenant le symbole de la Russie, alors que le teddy bear, l'ours en peluche, c'est encore maintenant le symbole de l'enfance, de l'amour, de la douceur en Occident. Mais il y avait une époque où le gummy bear, ça représentait ni la Russie, ni un nounours en peluche. Il représentait l'émerveillement des arts du cirque. La recherche, le montage et la réalisation de cet épisode de Garde-manger a été faite par moi, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à mon équipe pour leur soutien, Étienne Roy, Bastien Gagnon-Lafrance et Philippe Séguin. Une production Cube Radio.